Dans la belle et bucolique vallée du Denacre, on trouve le château de l'Espagnerie. En 1628, le domaine et le château appartenaient à Antoine Carpentier, mailleur de Boulogne et seigneur de l'Espagnerie, dénommé ainsi pour ses origines espagnoles. En effet, de nombreux Espagnols s'installèrent, plus ou moins volontairement, suite au passage de l'invincible Armada pendant la guerre anglo-espagnole entre 1585 et 1604. Par la suite, le domaine de l'Espagnerie devint la propriété de la famille Vaillant du Châtelet. Durant la période napoléonienne et le camp de Boulogne, c'est le général Valubert qui occupera l'Espagnerie. Blessé pendant la bataille d'Austerlitz, il mourra le 3 décembre 1805. Voilà, et bien écoutez, les portes de l'Espagnerie s'ouvrent pour la circonstance des Journées du patrimoine et je suis ravi de vous proposer de faire quelques petites séquences de découverte avec dans un premier temps une étape architecturale et historique qui nous permettra notamment d'aborder toute la phase du camp de Boulogne qui a bien marqué cet ensemble de bâtiments avec le quartier général de Valubert et un certain nombre de références également qui nous permettront d'aller un petit peu plus à la découverte du Boulonnais qui ne cesse de nous réserver des surprises toutes plus étonnantes les unes que les autres. Et ensuite, vous pourrez gagner la Courbasse où vous serez accueilli par l'équipe de Monsieur Chevalier et Monsieur Chevalier lui-même, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire du Pas-de-Calais pendant la Seconde Guerre mondiale et qui pourra vous présenter ces ouvrages et si vous souhaitez vous les procurer, bien profitez-en pour vous les faire dédicacer. Ça sera l'occasion d'un bon cadeau de Noël ou en tout cas d'agrémenter votre documentation et votre bibliothèque. Bonne découverte de l'Espagnerie et à bientôt. Les ouvrages qui concernent toute l'épopée napoléonienne, avec les grands faits d'armes, avec les grandes décisions administratives, le code civil, etc., etc. Et vous avez aussi les ouvrages comme celui de M. Christophe Dickès, consacré spécifiquement au camp de Boulogne. Tout ça, c'est des choses intéressantes à évoquer. On est vraiment ici dans une ambiance napoléonienne, à l'évidence, puisqu'il y a beaucoup d'interactions entre Napoléon Bonaparte et le Boulonnais, mais également puisqu'on est à Vimereux, entre Louis-Napoléon, donc le futur Napoléon III, et Vimereux. Alors, vous allez dire Vimereux, Vimille, parce qu'auparavant, Vimereux était un hameau de Vimille. Et quand Vimereux s'est développé au niveau balnéaire, touristique, le casino, à un moment, Vimereux a dit, nous, on ne peut plus être intéressés par toutes ces opérations qui nous lient à Vimille, qui n'est qu'un bourg rural avec des chemins et vicinaux, etc. Donc il y a eu la séparation de Vimille de Vimereux en 1899, mais tout ce qui concerne Vimereux, jusqu'à cette époque-là, c'est Vimille. L'Espagnerie fut occupée par les Allemands en juin 1940. Ils y placèrent dès novembre le commandement de la marine des côtes du Pas-de-Calais, le Marinebefehlshaber-Kanalküste, MBK, dont le quartier général fut installé au château des Pipots. Le 26 juillet 1940, le vice-amiral Friedrich Wilhelm Fleischer prit le commandement du MBK, l'unité des défenses côtières du Pas-de-Calais. En août 1940, Fleischer installa ses services à 8000. Sa mission consistait à protéger les côtes de la Manche et de la mer du Nord, d'Anvers jusqu'à l'estuaire de la Somme. Du 16 décembre 1941 au 28 octobre 1944, le capitaine Friedrich Frisius fut nommé commandant des défenses côtières du Pas-de-Calais et s'installa à l'Espagnerie. Tenu par ses fonctions de recevoir beaucoup de monde, le commandant de la MBK avait fait aménager un foyer d'accueil et il s'y comporta en grand seigneur. En vrai, le cahier des charges ici, ce château a été occupé, voyez, par l'amiral Frisius. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien à changer. C'est-à-dire qu'entre 41 aujourd'hui, Un livre d'or complété du 6 août 1940 au 15 mai 1944 retrace la vie fastueuse du domaine et établit la longue liste de dignitaires de passage dans le Boulonnais. Ceux-ci appartenaient surtout à la Kriegsmarine ou aux marines alliées du Reich. Parmi les personnalités les plus connues, on note le passage de Rudolf Hess le 24 décembre 1940, alors qu'il accompagnait Hitler en tournée d'inspection sur les côtes. En avril et mai 1941, c'est le grand amiral Erich Raeder qui passa par l'Espagnerie. Le 23 juin 1943,
C'est au tour de son remplaçant, le grand amiral de Nitz, de faire aussi étape au château de l'Espagnerie. Alors, on va arriver un petit peu maintenant donc, à notre esprit de château, puisqu'ici, en fait, on est dans le château de l'Espagnerie. Alors, les châteaux pendant la Deuxième Guerre sont quasiment tous occupés. Alors, ici, on est dans une base, alors Vimille, il y a 24 châteaux, on est dans une base de la Kriegsmarine. Donc, un des gros châteaux qui appartient à M. Roquette, c'est les Pipots. Donc là, c'est un très grand centre de la Kriegsmarine, avec des officiers qui vivent au château, mais tout autour, énormément de blocos, des lieux de travail, des lieux d'écoute, etc. Là, c'est un lieu de guerre, c'est-à-dire c'est un lieu où on travaille, où on agit pour la Kriegsmarine. Mais l'amiral Frisius, qui travaille cet endroit-là, va tomber, on pourrait dire, un petit peu amoureux de ce site ici, l'Espagnerie. Alors pourquoi l'Espagnerie? C'est un site intéressant. C'est un petit château classique. Vous remarquez que l'Espagnerie, entre 1941, ces photos, et aujourd'hui, il n'y a absolument aucun changement. L'Espagnerie est un tout petit domaine. Vous remarquez ici que la petite cabane à oiseaux, elle n'a pas changé. Vous mettez sur la façade de l'Espagnerie, vous êtes en 41, c'est pareil. Et donc, ce château va être occupé. Et dès qu'il va venir dans ce château, à l'époque, vous avez beaucoup plus de frondaisons à cause des arbres. Donc, il va décider de venir ici. Et surtout, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il reste la cuisinière des propriétaires. La cuisinière est excellente. Les propriétaires vont dire à la cuisinière, ne quitte pas le château. Tant que tu restes au château, ça permet de surveiller. Parce que le problème pour la guerre, c'est que beaucoup de châteaux sont occupés par les Allemands. Les personnels de service est renvoyé et le château est abîmé. Donc la cuisinière qui est excellente va rester. Et pendant 4 ans, elle va faire la cuisine pour les Allemands. Et ce qui va y avoir d'extraordinaire, c'est qu'elle va faire un livre d'heures. C'est-à-dire qu'il va y avoir un livre où on va écrire un petit peu, au jour le jour, tout ce qui concerne ce château. Et vous voyez, ce livre d'or va être conservé après-guerre. Alors ce livre d'or, il y a environ une vingtaine de pages. Et on y note chaque jour ceux qui sont venus, ce qu'on a fait. Alors ce qui est intéressant, c'est la première date, des premières dates, le 24 décembre 40. Hitler vient visiter le Pas-de-Calais. Il va passer sur la côte, il va aller visiter la batterie Todt. Au midi, il doit aller voir l'aérodrome de Dèvres, mais il ne veut pas aller sur l'aérodrome, il va aller à côté dans l'usine, où il va manger. Au soir, il s'en va avec son train blindé dans un tunnel. Par contre, son bras droit, Rudolf Hess, va venir manger ici et signe le livre d'or. Donc on sait que 24 décembre 40, Rudolf Hess est là. Et ensuite, pendant la guerre, qui va venir ici? Tous les alliés de l'Allemagne. Des Japonais, des Turcs, des Espagnols. Et donc, le but des Allemands, c'est de montrer qu'en fait, le mur de l'Atlantique est très solide. Donc, à chaque fois, ça se passe comme une inspection. On va visiter les grosses batteries d'artillerie. On monte tous les défenses côtières qui sont en parfait état. On montre à l'arrière des engins blindés. Donc, les alliés voient qu'en fait, c'est solide. Et qu'est-ce qu'on fait au soir? On vient ici. On fait un excellent repas. Il n'y a aucune restriction. Champagne, tout est à profusion. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même ceux qui viennent, qui eux-mêmes peut-être parfois souffrent du ravitaillement, mettent dans le livre d'or repas excellent, extraordinaire. Vous voyez, il faut mobiliser les gens. Alors, cette dame va rester ici les 4 ans, protéger le château. Et ce château va subir très peu de modifications. Seul cahier des charges pour la plupart des châteaux occupés par les Allemands, c'est protéger les officiers. Donc, la plupart des châteaux du Pas-de-Calais, fortement occupés par des états-majors, ont construit des blocos. Alors, vous voyez, par exemple, on va prendre cet exemple de la poterie. C'est un petit château qui n'est pas loin d'ici. Le château de la poterie, vous l'avez pendant la guerre, il est occupé. Et donc les Allemands, en 1943, décident de construire derrière un gros blocos. Ils construisent le blocos, ils le recouvrent de sacs de sable. Problème du ciel, c'est visible. Donc ils vont encore une fois aménager, on va dire, des leurs. Au-dessus de ce blocos, ils vont construire une magnifique terrasse. Donc du ciel, on ne voit plus rien. Vu de la maison, vous voyez, on voit un petit peu, on ne voit pas le blocos. Malheureusement, le 21 septembre 1944, à la fin de la libération de Vimille, la zone est bombardée. Et vous voyez, le château des Pipots prend une bombe. Le château, excusez-moi, de la poterie prend une bombe. Le château est complètement dévasté. Et la famille qui revient un an après, la famille du Soulier, vient sur le site, et en fait, pour voir un peu ce qu'ils pourraient faire. Et un de leurs enfants va être blessé par l'explosion d'une mine. Et donc, ils décident de quitter complètement la région. Aujourd'hui, à cet endroit-là, vous avez des serres. Donc, chaque château est aménagé avec un blocos. Alors ici, vous voyez, on est justement sur le côté, vous voyez, quand on est en façade du château, on a la partie la plus ancienne, on a la partie centrale, et sur le côté, une partie va être aménagée pour le blocos. Alors quand on a travaillé ici, on pensait qu'en fait, ils avaient enlevé ce bâtiment en haut et qu'ils avaient creusé le blocos et remis le bâtiment. En fait, M. Delefosse pense que le bâtiment du haut, en fait, est d'origine. Ce qui a simplement été modifié, c'est toute la toiture. À l'intérieur, vous avez des chambrets pour les soldats. Par contre, ils ont creusé, ils ont excavé en dessous, d'accord, pour réussir à implanter ce blocos. D'ailleurs, vous remarquez ici que le petit porche est d'origine, il n'a pas changé. Alors, quel est le cahier des charges pour ce blocos? En moins d'une minute, s'il y a une attaque, il faut y être. Donc, vous avez un petit escalier extérieur ici. Donc, les gens peuvent courir, s'y abriter. Vous remarquez aussi qu'on peut fermer les portes, c'est totalement invisible du ciel. Deuxième cahier des charges, on peut descendre ici par cet escalier
en bois. D'accord? En 30-40 secondes, le personnel peut être ici. Et troisième lieu, ici. Donc on va avancer. C'est devant. Donc troisième escalier, vous voyez, donc ici on entre. Alors sur le mur, vous voyez, il n'a pas été bougé. On entre ici. Et en fait, vous voyez, on a un escalier qui monte. Ouais, l'escalier qui va monter directement, allez-y, sous le château. Alors vous remarquez que l'escalier encore voit bien les peintures noires. Dire que les officiers qui vont descendre pendant la nuit vont pouvoir descendre à toute vitesse. Alors ce blocos, au-dessus, on a 2,50 m d'épaisseur, on a 1,50 m de large, et on a une première porte, vous voyez, c'est une première porte blindée, qui est encore en parfait état. Alors ce qui est rare de ce blocos aujourd'hui, c'est qu'en fait, après la guerre, tout le monde peut regarder. Vous voyez, donc une première porte blindée, on a 1,50 m d'épaisseur, et on va entrer dans la première pièce. Et on a une première porte blindée, donc anti-souffle, et la deuxième porte, c'est anti-gaz. La première porte blindée est une 434 P01. Donc on va rentrer dans la première pièce. C'est cavalier téléphone sur les fils électriques. Enfin, allez-y. Regarde, on se trouve dans la première pièce ici. En fait, c'est la pièce en cas d'attaque. Alors, quel type d'attaque pour avoir? Une grosse attaque aérienne ou une attaque de la résistance? Donc, cette première pièce sert à abriter le personnel. Donc, vous voyez, il y avait des lits pliants. On a mis ici un exemple. Les lits, vous voyez, étaient fixés ici. On pouvait les rabattre. Et il reste, en fait, un cogneux pour les poser. Alors, pourquoi ce blocos, en fait, est rare? Parce qu'après-guerre, imaginez, il n'y a pas de ferraille, il n'y a plus rien. Tous les ferrailleurs, les gens sont allés désosser les blocos, tout récupérer. Je dirais que 95% des blocos du Nord Atlantique ont été complètement vidés de leur intérieur. Ici, pourquoi ça n'a pas été vidé? Les Allemands partent le 2 septembre 1944, Frisius part à Dunkerque, et les Anglais vont occuper le château un an. Les Anglais restent ici jusqu'à, on va dire, août 1945, et tout de suite après, la famille propriétaire du château revient. Bien sûr, elle garde le lieu intact. Donc vous voyez, il reste ici très gros filtre à air, c'est-à-dire qu'en cas d'attaque au gaz, il y a un système de filtration qui permet d'assainir l'atmosphère. Autre précaution, vous voyez, si jamais il y a, par exemple, une explosion avec un système de surpression qui est ici dans chaque pièce. Alors, qui a payé ce blocos? Les Français payent tout.
La convention d'armistice dit que les Français ont perdu la guerre. Les Allemands font tout faire aux frais de la France. Et d'ailleurs, quand on voit ici toutes les factures, je les ai retrouvées en fait aux archives d'Arras, et ben les factures, c'est des gens, des artisans de Boulogne, de Saint-Martin qui viennent travailler, et ils sont payés par la mairie, ici. D'accord? Les Allemands font faire les frais pour la mairie. Alors vous remarquez, comme le bloc c'est de qualité, on a mis non pas du béton, des carrelages, et tout était lambrissé. Alors ce blocos, en fait, a très peu servi. C'est un blocos qui doit servir en cas d'attaque. Ici, je pense que la seule fois où peut-être des gens y ont été, c'est le 15 juin 1944. C'est une grosse attaque sur Boulogne, avec énormément de tués. Et c'est la seule fois où Frisius va écrire dans son carnet qu'il voit arriver plein de marins de Boulogne, complètement désemparés. C'est peut-être la seule fois où il aurait pu servir. Sinon, ici, le site du château n'a jamais été menacé. Donc, première pièce, vous voyez, pour le personnel. Deuxième pièce, on va passer du côté de Frisius. La seconde porte blindée est une porte étanche de type 19P7 avec joint d'étanchéité. P7, mais avec des Ça va, monsieur Damoine? Donc, vous voyez la deuxième pièce, on a encore un lit pour, ici, 2 ordonnances qui peuvent dormir. Et ici, il y avait sans doute, selon monsieur Delefosse, un petit central téléphonique. Donc, il y avait quelqu'un qui pouvait se tenir au courant, en fait, des informations. Alors, imaginez qu'autour de ce château, il doit y avoir plein de lignes souterraines qui partaient un peu partout. La bombe dans la tour est pas en Vous voyez, comme ici, on avait désamorcé, quand on a fait une fouille ici, avec le game, regardez, vous voyez. Donc, quand on a fait une fouille, vous voyez, comme ici, à l'arrière de la bombe, en fait, vous avez un déclencheur. Ici, vous voyez, par exemple, là, c'est une bombe qu'on a désamorcée. Regardez les gens. Imaginez pendant la guerre, les gens à peu près gigantesques. Et ici, ça on pense, on en est quasiment certain, c'est la chambre de Frisius, l'amiral Frisius. Donc lui, je pense qu'il a peut-être logé là qu'une seule nuit. Donc dedans, lui, il y avait une petite pièce qui lui est réservée. Il a son propre évier. On a rajouté l'évier parce qu'il n'existait plus. Et il a son petit chauffage. Donc on est dans la pièce, je dirais, quasiment ici de direction.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous verrez, on a fait des sanitaires pour le personnel. Les sanitaires n'ont pas bougé de l'époque. Vous remarquez que déjà pour l'époque, en 42, c'était déjà de la qualité. Regardez, si vous pouvez éclairer avec une lampe, vous voyez aussi la bouche de surpression derrière la sanitaire. C'est peut-être la seule fois où vous filmerez des sanitaires. Et vous voyez quand même qu'il y avait des finitions, hein. C'était quand même quelque chose de qualité. Vous voyez, donc tout est resté. Ils n'ont pas fait n'importe quoi, les menuisiers de l'époque. Ah non, bah en fait ils sont payés, c'est tous des menuisiers, des artisans de Boulogne. Alors ce qu'on ne comprend pas vraiment, ce qu'on ne sait pas, bon, monsieur Delefosse pense qu'ils sont très doués, c'est comment ils ont réussi à forer sous la maison sans endommagement. Mais ils ont fait ça à plusieurs endroits. En fait au-dessus, on pensait au début qu'ils avaient démoli la maison, pas du tout, les murs n'ont pas bougé. Ça aurait pu s'écrouler. Ouais, bah non, mais ils ont réussi à le faire. Ouais. Faut pas oublier qu'avec Perlex c'est pareil, hein. Perlex ils ont réussi à lever des dalles de 15 000 tonnes avec 20 gros vérins. Ouais. Voilà, ça. Alors ça a été en 14 occupé, il a été détruit, c'est un château, oui, c'est détruit. Ouais, il est sur les livres, il a été détruit le dernier jour. Ouais, regardez, les Matingans, c'était tout bossé, hein. Donc c'est extraordinaire. Donc en 40, celui-là, en fait, nous parlez français anglais, il a parlé ici à partir des années 1934. Le château est occupé par des Anglais ensuite. Tous les réfugiés de Portel ils sont venus en 9 mois. Et ensuite, il y a un bombardement qui part. Et en fait, ce qui vont arriver, c'est les Allemands. Et ils vont faire une énorme base de logistique verte. Alors ici, vous voyez, il y avait un pochoir. Ici, il y avait un pochoir en fait avec le fabricant. Ce pochoir, bien sûr, était volé. Ici, dessus, c'était marqué en fait Herbaut quand ça avait été fait. Ça a disparu. Donc, je veux dire, le lieu restait tel quel. Alors ça, je pense que peut-être ça peut être ajouté parce qu'il y a un socle de béton en dessous. Par contre, regardez ici. Regarde, tu vois, ici au-dessus, on voit bien, tu vois, les deux fleurs de lys inversées. Ne tombez pas, don't chute. Ouais, les deux fleurs de lys inversées. Ça, on voit, ça n'a pas changé. Ça, en fait, ça n'a pas été bougé. Et le mur ici qui remonte du côté n'a pas été bougé non plus. Ça, c'est d'origine. C'est-à-dire qu'eux ont dû se rendre compte qu'ici, en fait, ils pouvaient profiter de la porte pour tout fermer. Et en fait, de construire quelque chose qui soit complètement à l'abri. Donc, vous voyez un petit peu le site, en fait, je dirais, qui n'a pas bougé depuis 1943, ce qui est assez rare. Fin août 1944, c'est le repli général. Les Allemands évacuèrent l'Espagnerie. Le 30 septembre 1944, le vice-amiral Frisius est placé au commandement de la Festung Dunkirchen, la forteresse de Dunkerque, lors du long siège de la ville. Il signa la capitulation sans condition de Dunkerque le 9 mai 1945, le lendemain de la victoire alliée.